Voyons comment sont organisés les vaisseaux sanguins de l'organisme. On reconnaît ici un humain avec un cerveau, un cœur, des poumons et des reins. Si je rajoute sur ce schéma les artères de l'organisme, je ne les ai pas toutes dessinées, mais disons les principales artères de l'organisme, voilà ce que ça donne. Ce qu'on voit ici, ce sont les artères de la circulation systémique, celles qui partent du cœur en direction de tout l'organisme. Et cette grosse artère qui part du cœur ici, c'est ce qu'on appelle l'aorte. C'est celle qui donne naissance à toutes les artères de la circulation systémique, c'est-à-dire à destination des organes du corps. Et les premières artères qui naissent à la base de l'aorte, je ne les ai pas représentées sur ce schéma, mais ce sont les artères à destination du cœur lui-même, qui forment comme une couronne autour du cœur et qu'on appelle les artères coronaires. Ensuite, l'aorte forme ce qu'on appelle une crosse, qui lui permet de contourner le cœur et de passer en arrière du cœur, tout en descendant en direction des organes de la partie inférieure du corps. Au niveau de la crosse de l'aorte, on voit qu'il y a plusieurs gros vaisseaux qui partent en direction des bras et de la tête. L'ensemble de ces gros vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les troncs supra-aortiques. On les appelle des troncs artériels parce que, comme pour les arbres, ils se ramifient ensuite en branches plus petites, et supra-aortiques parce qu'ils sont situés au-dessus de la crosse de l'aorte. Ils sont un petit peu asymétriques parce que du côté droit, on voit que cette artère à destination du bras et celle-ci en direction du cerveau ont une partie en commun. Une partie qu'on appelle le tronc artériel brachiocéphalique, puisqu'il est à destination du bras et de l'extrémité céphalique, c'est-à-dire de la tête. On n'a pas besoin de préciser qu'il est à droite parce qu'il n'y en a qu'un seul. À gauche, on a une artère qui part en direction de la tête et une autre en direction du bras, directement à partir de l'aorte. Comme ces artères en direction des bras passent juste en dessous des clavicules, on les appelle les artères sous-clavières. Ici, c'est l'artère sous-clavière gauche. Et ces deux gros vaisseaux qu'on voit ici circuler au niveau du cou, ce sont les artères carotides. Qui se divisent ensuite, chacune de leur côté, en artères carotides externes qui passent à l'extérieur de la boîte crânienne et artères carotides internes à destination du cerveau. Il y a une autre paire d'artères à destination du cerveau qui s'appelle les artères vertébrales parce qu'elles circulent au niveau des vertèbres, plus en arrière, et dont le point de départ se situe au niveau des artères sous-clavières. Elles se rejoignent ensuite pour former ici une artère très importante qu'on appelle le tronc basilaire parce qu'il apporte le sang à la base du cerveau. C'est pour ça qu'on parle de tronc basilaire. Donc là, on a suivi le chemin du sang à destination de la tête. Voyons maintenant ce qui se passe pour le sang qui part en direction des bras, après être passé dans l'artère sous-clavière, qui prend ensuite le nom d'artère axillaire au moment de passer dans le creux de l'aisselle. Le sang arrive ensuite au niveau du bras par l'artère brachiale ou artère humérale, c'est la même chose. On l'appelle aussi artère humérale parce qu'elle longe l'humérus qui est l'os du bras. C'est souvent à ce niveau-là qu'on mesure la pression artérielle quand on va chez un médecin avec un brassard à tension posé à cet endroit-là et un stéthoscope pour écouter les bruits provoqués par l'écoulement du sang dans cette artère. Elle donne ensuite naissance principalement à deux artères et comme au niveau de l'avant-bras il y a deux os qui s'appellent le radius et l'ulna. L'ulna c'est ce qu'on appelait avant le cubitus, mais maintenant on parle d'ulna. Eh bien, les artères qui cheminent le long de ces os s'appellent l'artère radiale et l'artère ulnaire. Celle qu'on appelle l'artère radiale, c'est celle qui arrive du côté du pouce.
Ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, elles forment toutes les deux une sorte d'arcade au niveau de la main qui donne naissance aux artères à destination des doigts. Tout l'intérêt de ce système, c'est que si jamais, par accident, une artère se retrouve bloquée de ce côté-là, eh bien l'autre artère continue de pouvoir alimenter la partie la plus distale, c'est-à-dire l'extrémité du membre supérieur, donc la main et les doigts. Alors reprenons maintenant notre chemin, ou plutôt le chemin du sang dans l'aorte. On a vu ce que donnaient les troncs supra-aortiques qui partent de la crosse de l'aorte, et maintenant le sang passe derrière le cœur et l'aorte continue de descendre dans l'abdomen en direction des jambes. Elle donne sur son chemin naissance à des petites artères que je n'ai pas dessinées ici, qui sont à destination des côtes, des vertèbres, avant de se retrouver au niveau de l'abdomen et de donner une artère importante qu'on appelle le tronc cœliaque. Cœliaque, c'est un mot qui vient du latin, qui lui-même vient du grec, qui veut dire viscère. Parce que c'est un tronc artériel qui alimente en sang plusieurs viscères de l'organisme, qui sont le foie, l'estomac et la rate. Les autres organes de l'abdomen sont alimentés par d'autres artères, notamment celle-ci qui s'appelle l'artère mésentérique supérieure. On l'appelle supérieure parce qu'il y a aussi une artère mésentérique inférieure. Donc ces deux artères, ce sont les artères mésentériques, ce qui veut dire à destination des intestins. Et entre les deux artères mésentériques, on voit ici des artères qui vont en direction des deux reins et qu'on appelle logiquement les artères rénales. Si on continue à descendre dans l'aorte, on arrive maintenant à une bifurcation. L'aorte se divise en deux à cet endroit-là. Et comme à cet endroit-là, on se retrouve au niveau du bassin, au niveau des os iliaques, eh bien ces artères s'appellent les artères iliaques. On les appelle artères iliaques communes droite et gauche. Elles vont à leur tour donner naissance à des artères à destination des organes qui sont situés dans le bassin, qu'on appelle les artères iliaques internes, et aussi aux artères à destination des jambes, qui sont les artères iliaques externes. Au niveau de la cuisse, l'os qui se trouve au niveau de la cuisse, c'est le fémur. Donc cette artère qu'on voit ici, cette grosse artère, c'est l'artère fémorale. Comme elle se divise un peu plus bas en deux, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'artère fémorale commune. On voit qu'ici, elle se divise en deux parties, qu'on appelle l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle. L'artère fémorale profonde, c'est grâce à elle qu'on fait du vélo ou du ski. C'est elle qui alimente les muscles puissants des cuisses qu'on sollicite beaucoup quand on fait du vélo ou du ski. Alors que l'artère fémorale superficielle, c'est celle qui alimente les muscles dont on se sert, par exemple quand on marche ou qu'on court, parce qu'elle donne naissance aux artères à destination du mollet et du pied. Elle change de nom quand elle passe au niveau du genou. Elle passe à l'arrière du genou dans un endroit qu'on appelle le creux poplité, donc on l'appelle ici l'artère poplitée, avant de se diviser en plusieurs branches. Et comme à ce niveau-là, on a deux os, d'une part le tibia et d'autre part le péroné, qu'on appelle aussi fibula, eh bien on a ici une artère tibiale. En fait ici c'est l'artère tibiale antérieure qu'on voit, et là l'artère tibiale postérieure. Et là une artère fibulaire. Et l'artère fibulaire part de l'artère tibiale postérieure. Et ce qu'on voit, c'est que, comme au niveau des mains, on a une arcade artérielle au niveau des pieds qui donne naissance aux artères à destination des doigts de pied. Donc on a fait le tour des artères principales de la circulation systémique. Voyons ce que ça donne si on rajoute maintenant les veines. Comme elles contiennent du sang plus pauvre en oxygène, je les ai dessinées en bleu. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles ont une organisation assez parallèle à celle des artères. Mais il y a quand même quelques petites différences. Une de ces différences, c'est qu'il y a un réseau de veines profond qui est vraiment calqué sur celui des artères, mais il y a aussi un réseau veineux superficiel. Quand les veines sont vraiment très parallèles aux artères, le plus souvent elles portent le même nom que les artères.
Donc ici par exemple, c'est la veine fémorale, mais il y en a quelques-unes qui ont des noms différents. Celle-ci qui passe à l'arrière de la jambe, on l'appelle la veine petite saphène. Si on l'appelle petite saphène, c'est qu'il y a aussi une grande saphène. Ici c'est la veine grande saphène. Ce sont des veines assez connues parce qu'elles ont tendance à donner des varices et à devenir assez visibles chez certaines personnes. Et on voit qu'ici, les veines grandes saphènes rejoignent les veines fémorales pour ensemble donner les veines iliaques et se rejoindre au même niveau que la bifurcation aortique pour former la veine cave inférieure. La veine cave inférieure récupère ensuite sur son trajet le sang veineux en provenance des organes du bassin et de l'abdomen et ramène ce sang veineux jusqu'au cœur, qu'elle rejoint au niveau de l'oreillette droite, alors que le sang veineux en provenance des bras et de la tête rejoint le cœur par la veine cave supérieure, qui arrive aussi au niveau de l'oreillette droite. Une des choses à connaître à propos du réseau veineux au niveau des bras, c'est qu'ici on a ce qu'on appelle le M veineux du pli du coude. On l'appelle comme ça parce que si on le regarde, ça ressemble vraiment à un M. Et bien c'est au niveau de ce M qu'on réalise la plupart des prises de sang. On peut les faire ailleurs, mais le plus souvent, on le fait au niveau de ce M. Ce qui forme le montant externe de ce M, c'est la veine qui s'appelle la veine céphalique. Alors que le montant interne de ce M s'appelle la veine basilique. La veine basilique rejoint ensuite la veine brachiale, qui est une veine plus profonde, et ensemble, elles forment la veine axillaire au niveau du creux de l'aisselle, qui se transforme ensuite en veine sous-clavière. Le sang veineux en provenance de chacun des deux bras circule ensuite dans les veines sous-clavières, qui passent sous les clavicules, et c'est aussi à ce niveau-là qu'arrive le sang en provenance de la tête, par les veines jugulaires. Comme pour les carotides, il y en a deux paires, les veines jugulaires externes, qui viennent de l'extérieur de la boîte crânienne, et les veines jugulaires internes, qui sont plus profondes et qui ramènent notamment le sang en provenance du cerveau, qui rejoint ensuite la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Donc on a fait le tour des artères et des veines de la circulation systémique, en tout cas des principales, parce que c'est difficile de toutes les représenter sur le même schéma. Mais il y a deux systèmes de circulation dans l'organisme. Tous ces vaisseaux dont on vient de parler, ce sont les vaisseaux de la circulation systémique. Et ce que j'ai représenté ici en bleu plus foncé, ce vaisseau qui part du cœur, eh bien c'est le début de la circulation pulmonaire. Je l'ai représenté en bleu parce qu'il transporte du sang pauvre en oxygène, mais comme c'est un vaisseau qui part du cœur, c'est une artère. La définition d'artère, c'est bien que c'est un vaisseau qui part du cœur. Donc ce vaisseau-là, qui part du ventricule droit, c'est ce qu'on appelle l'artère pulmonaire, qui se divise en artère pulmonaire droite et gauche, avant de se ramifier en branches plus petites pour donner les capillaires pulmonaires, où se passe la réoxygénation du sang, et de revenir des poumons en direction du cœur par les veines pulmonaires, qui contiennent du sang riche en oxygène, mais qu'on ne voit pas sur ce schéma parce qu'elles sont à la face postérieure du cœur, où elles arrivent dans l'oreillette gauche. De là, le sang riche en oxygène gagne le ventricule gauche, qui, en se contractant, propulse le sang dans l'aorte en direction de tout l'organisme.